Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marc-André Thibault. Il nous présente la clé des champs. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, vaincre sa bipolarité. Notre collaboratrice Catherine Stassin apporte une question. Qui est le nouvel homme? Bienvenue chez nous. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Marc-André Thibault, au bout du fil. Bonjour Marc-André, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour Yvan, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Tu es de la Clé des Champs, l'organisme La Clé des Champs qui existe depuis longtemps. On va apprendre à connaître ce que fait la Clé des Champs parce qu'on a entendu beaucoup parler, en bien aussi évidemment. Donc, comment on peut présenter cet organisme? Bien, tu dis que ça fait longtemps qu'elle existe. Là. Je tiens à souligner, on a fêté notre 30e cette année à la Clé des Champs. Ça fait 30 ans que l'organisme vient en aide aux personnes qui vivent avec de l'anxiété, notamment avec des ateliers d'entraide. C'est pas mal le centre, en fait, de l'organisme. C'est une démarche d'entraide qu'on offre, en fait, aux gens qui vivent de l'anxiété. Puis je tiens à le souligner, c'est pas nécessairement pour les personnes qui sont atteintes d'un diagnostic, c'est vraiment pour toute personne qui peut vivre de l'anxiété aussi situationnelle. Ça peut être intéressant de venir à la Clé des Champs. Fait que c'est vraiment une démarche. Là. On a 4 ateliers, là, puis c'est le parcours de ces 4 ateliers-là qui fait la démarche complète de la Clé des Champs. Oui, c'est donc à plusieurs degrés, quelqu'un qui sent qu'il vit de l'anxiété, que ce soit grave ou moins grave, il y a des services là, qui sont possibles. Exactement. Puis, si je peux me permettre peut-être d'expliquer un peu le processus, comment une personne vient à la Clé des Champs, mais premièrement, elle nous contacte, là, tout dépendamment si elle a été référée ou non. Puis, elle peut s'inscrire en ligne. Là, il y a comme un petit formulaire à remplir. Puis, une fois que ça s'est rempli, nous, on reçoit l'information. Puis, il y a un intervenant ou une intervenante qui va téléphoner dans un délai de 24 à 48 heures pour expliquer un peu plus c'est quoi notre démarche, c'est quoi qu'on fait en fait comme service. Puis, on cédule aussi par la suite une entrevue téléphonique. Cette entrevue-là, ça a plus comme but de venir un peu situer la personne, c'est quoi qu'elle vit, c'est quoi son anxiété, est-ce que notre ressource, comment que nous on intervient, ça peut venir répondre à ses besoins, à ses attentes. Si c'est pas possible, on peut référer à un autre organisme. Puis si c'est possible, la personne elle est mise sur une liste d'attente. Puis une fois que les sessions commencent, on rappelle la personne, on fait l'inscription officielle, puis par la suite elle embarque dans le bateau de la Clé des Champs avec le premier atelier qui est l'approche globale. OK. Ça a toujours eu la même mission, finalement, depuis 30 ans? En fait, j'ai appris ça récemment. Au départ, parce que ça fait 30 ans dans le cadre actuel de la Clé des Champs, où on vient vraiment aider les gens qui vivent de l'anxiété, mais au départ, c'était des groupes pour l'agoraphobie. OK. Fait que ça date quand même de plus longtemps que 30 ans. Ça a été fondé là, en 1990. Mais c'est ça. Après ça, ça s'est forgé plus vers, on va essayer de parler en fait à tous les gens qui vivent de l'anxiété puis faire des ateliers d'entraide. Donc, c'est vraiment là toute forme d'anxiété qui peuvent se retrouver dans les groupes. Là. C'est pas juste pour l'agoraphobie, mais à la base, ça a été créé pour des gens qui vivaient de l'agoraphobie. Oui, c'est ce que ça me disait, parce que dans nos débuts de Folie douce, il me semble que ça m'a sonné une cloche qu'il y avait effectivement... mais la mission a évolué, puis il y a tellement de gens qui souffrent d'anxiété. Je pense que c'est un mal du siècle. Là. Il y a tellement de gens qui se sentent anxieux pour toutes sortes de raisons. Comment gérer tout ça? Comment comprendre ça? J'imagine qu'en côtoyant des gens qui en ont aussi vécu, ça aide. C'est un peu de la paire aidance, d'une certaine façon aussi. Oui, nous, en fait, les gens qui animent à la Clé des Champs, en fait, les intervenants, c'est des gens avec des profils de père aidant. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont traversé la démarche et qui ont vraiment fait tous les ateliers de la Clé des Champs, donc l'approche globale, apprivoiser son émotivité, cultiver son estime, communication. Puis c'est des personnes qui ont démontré des bonnes habiletés de compréhension parce que, veux pas, ces ateliers-là, oui, c'est des ateliers d'entraide, mais on est quand même là pour montrer certains outils pour arriver à mieux gérer son anxiété, se redonner confiance au niveau de son estime, au niveau de la gestion des émotions. Fait que c'est des personnes qui ont bien acquis ça, puis qui ont des belles habiletés aussi pour communiquer, intervenir. Puis c'est comme ça qu'on recrute les animateurs directement à la Clé des Champs. Fait que c'est des gens
issus de la démarche qui deviennent intervenants par la suite. Là. En général, les gens, est-ce qu'ils vont, ils vont à vos services longtemps ou est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce que les gens restent longtemps? Est-ce qu'ils reviennent? Je ne sais pas. Ou si c'est comme un passage, puis là, les gens se sentent plus solides, puis ils vont faire un bout de chemin dans leur vie avec ça? Ouais, oui et non, ça dépend parce que comme je l'expliquais, c'est vraiment une démarche. Fait que quand les gens arrivent chez nous, ils passent l'entrevue téléphonique, sont mis sur la liste d'attente, puis par la suite, on commence la démarche. Il y a un premier atelier qui est l'approche globale. Ça, c'est la base pour tout le monde, où lui est vraiment plus focus sur la gestion de l'anxiété. Donc, il y a une grille d'auto-observation, c'est un outil qu'on monte pendant plusieurs semaines. Puis ça, c'est le premier atelier. Puis par la suite, on peut faire les autres ateliers. Puis chaque atelier dure 10 semaines. Fait que quelqu'un qui passe au travers des 4 ateliers est chez nous facilement pendant 1 an, peut-être 1 an et demi, parce que l'été, il n'y a pas d'atelier. Fait que c'est vraiment toute cette démarche-là. Par contre, des fois, il y a des membres qui vont faire 1 atelier, 2, vont prendre un arrêt, un stop, vont pas nécessairement continuer parce que, 1, ça va mieux, ils sentent pas le besoin de poursuivre. Il y en a qui vont faire des arrêts entre parce que justement, ça peut quand même être assez émotif de vivre des ateliers. Ça peut être un peu confrontant pour certaines personnes. Fait que des fois, il y a des personnes qui vont faire l'approche globale, vont prendre une pause, puis des fois vont réembarquer dans la démarche en nous avisant qu'ils sont prêts à réintégrer la démarche. Puis par la suite, on les remet sur la liste d'inscription, puis peuvent participer aux autres ateliers. Et ça s'adresse d'abord aux Montréalais ou si vous êtes quand même ouvert à plusieurs personnes? On est supra-régional. Fait autrement dit, c'est vraiment la grande région de Montréal. Là, je vous dirais, la plupart des personnes qui viennent chez nous, c'est des gens de Montréal, un peu de Laval, quelques personnes de la Rive-Sud. Mais c'est sûr que depuis la pandémie, là, on a ouvert des groupes en Zoom. Fait que c'est déjà arrivé qu'il y avait des gens vraiment de l'extérieur. Là, je pense que c'est déjà arrivé qu'il y avait une personne de Québec. Ouais. Mais généralement, c'est du monde de Montréal parce qu'on est revenu vraiment plus en présentiel. Ouais. On a un groupe qui est en virtuel qu'on maintient actif, mais sinon, c'est vraiment ici à Montréal. Oui. Donc, Marc-André Thibault, vous êtes agent de développement. Vous avez, je pense, une maison d'édition. En tout cas, vous éditez des cahiers, des manuels qui gèrent, en fait, qui veulent un peu faire un bout de chemin, en fait, au niveau de l'anxiété. Pouvez-vous nous en parler? Oui, certainement. C'est un autre service que la Clé des Champs offre. Là. C'est que nous, on fabrique notre propre matériel, donc notre maison d'édition. Donc, c'est des cahiers psychoéducatifs qu'on utilise nous-mêmes pour nos propres ateliers. Ces cahiers-là, on peut les vendre également à l'extérieur. Il y a d'autres organismes qui les utilisent, qui reprennent ces cahiers-là pour implanter leur propre groupe dans leurs organismes. On vient de rééditer justement là, en 2025 notre nouvelle réédition là, pour les cahiers de la Clé des Champs. Et donc, c'est ça, c'est un outil de travail qui vous sert, mais qui fait des petits, parce que j'imagine que le fait, l'éloignement, on parlait tantôt de Zoom ou des choses en virtuel, mais évidemment, s'il y a des organismes beaucoup plus loin, ailleurs au Québec, c'est intéressant d'avoir peut-être au moins une base pour gérer aussi ce genre d'atelier-là. Là. Oui, tout à fait. C'est que nous, on l'a dit tantôt, ça fait 30 ans quand même que ça existe, c'est qu'on a quand même développé une certaine structure, méthodologie pour venir un peu intervenir. Fait que ces 4 cahiers-là, qui sont il y en a d'autres, il y en a 9 au total, mais les 4 principaux, ça forme quand même un tout, puis ça forme la démarche de la Clé des Champs. Fait que les gens peuvent acheter ça, puis tout simplement reprendre un peu cette méthodologie-là, puis de l'implanter dans leurs organismes par la suite. C'est une possibilité. Actuellement, je vous dirais que c'est moins présent. On essaie de développer ça de plus en plus pour justement pouvoir démocratiser cet accès-là à de l'entraide. Fait que de prendre notre démarche puis de l'exporter ailleurs, c'est une possibilité pour d'autres organismes là, de le faire. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des gens, des fois en santé mentale, spécialement l'anxiété, tout ça? On a l'impression que, oui, les gens en vivent, mais ils sont peut-être pas à l'aise d'en parler, puis c'est toujours un peu honteux pour certains. Tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire les tabous face à ça? De en parler. Ça, c'est certain. Il faut en parler le plus possible. Je pense que c'est une chose qui peut arriver à réduire les tabous. Puis aussi, il ne faut pas diaboliser l'anxiété. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Il y a l'anxiété, là, tout le monde en vit. J'en vis, vous en vivez. C'est normal. Je pense que l'anxiété, c'est une émotion. C'est lorsqu'elle devient plus pathologique ou plus où ça vient affecter un peu la fonction d'un individu que là,
pour peut-être essayer de trouver des façons de mieux la gérer. Fait que déjà en partant de se dire, ben oui, je vis de l'anxiété, puis c'est normal, en ce moment, je vis une situation où c'est plus anxiogène. Déjà, je pense que ça peut venir aider de sensibiliser que c'est quelque chose de normal, l'anxiété, là. Quand elle devient peut-être plus pathologique, où là, ça a un impact sur la fonctionnalité d'un individu, là, il faut peut-être plus s'y intéresser puis essayer de trouver des solutions, des outils pour arriver à l'accepter, la gérer, puis faire avec au final, parce qu'on peut pas éliminer l'anxiété, ça c'est certain, là, ça fait partie de la vie. Sans ça, on ne serait pas ici, vous et moi. Le stress et l'anxiété, ça reste que c'est important. Fait que déjà en parler, c'est une chose. Puis répondre aux besoins assez rapidement. C'est une chose que j'ai pas mentionnée dans la démarche parce que veux pas, il y a quand même une liste d'attente à la Clé des Champs. Quand les gens nous contactent, ils sont mis sur une liste d'attente. Puis on le voit quand les gens nous téléphonent, ils veulent de l'aide maintenant. Là. Ouais. D'attendre, d'appeler puis dire parfait, on fait une entrevue, tout va bien, il y a une forme d'intervention. Puis Yvan, on se voit en janvier, c'est la prochaine session. Puis là, on est au mois de novembre, mais ça peut être un peu long pour une personne. Fait qu'on a un groupe ouvert qu'on appelle, qui est on a ça les lundis. Fait que c'est vraiment un groupe pour les personnes qui sont en situation d'attente. Fait qu'ils vont rentrer dans la démarche, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant? C'est venir à ce groupe-là où ils peuvent venir ventiler, ils peuvent venir parler. Fait que déjà de commencer tranquillement leur démarche. Puis ça, c'est disponible aussi pour tous les membres de la Clé des Champs. Là, même quelqu'un qui aurait passé à travers tout son parcours, mais pourrait venir une fois de temps en temps à ce groupe-là parce qu'il en ressent le besoin. Il peut venir parler avec un intervenant qui est disponible pour les membres. Fait que ça, c'est une possibilité. Fait que d'en parler puis essayer de répondre aux besoins dans l'immédiat. Quand une personne cherche des ressources, c'est pas toujours le fun d'attendre. Spécialement quand quelqu'un est anxieux, puis on lui dit ça va être dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va faire augmenter l'anxiété. Alors c'est une bonne initiative que vous avez eue, au moins d'avoir un minimum, au moins pour laisser ventiler les personnes. Là. Ça fait pas si longtemps que ça a été mis en place. Ouais. Ça fait peut-être 2 ans qu'on a rajouté ça à la démarche pour venir un peu répondre à ce besoin-là. Des personnes qui sont justement en attente, là, on voyait que des fois, il y avait des personnes en détresse, puis lorsqu'on les rappelait, il y avait trouvé une autre ressource, ça avait passé, ça allait déjà mieux. Fait au final, peut-être que ces personnes-là auraient eu besoin de la démarche à un autre moment. Fait qu'on a trouvé cette solution-là pour venir répondre à un besoin qui était plus immédiat, contrairement à la démarche qu'elle, c'est des sessions. Hein. Fait que ça commence en janvier, il y en a une en avril, puis l'autre en septembre. Fait que entre les périodes, ça peut être long un peu. Oui, effectivement. Il nous reste encore quelques secondes. Comment on fait pour avoir les informations les plus à jour au niveau de la Clé des Champs? Parce que ça évolue toujours, que ce soit au niveau des ateliers ou peu importe. Là. Est-ce qu'on peut surveiller quelque chose via le web? Site web, c'est sûr, c'est la meilleure place. laclédeschamps.org. Faites attention parce qu'il y a un restaurant à la Clé des Champs puis il y a un camping. Fait assurez-vous d'être bien sur laclédeschamps.org. C'est le meilleur endroit. Sinon, la page Facebook, des fois, on publie certains contenus, fait qu'on peut tenir informer les gens via Facebook, Instagram, c'est d'autres médias sociaux qu'on utilise. Mais le site web, c'est le meilleur endroit pour être informé de la Clé des Champs. Puis je le mentionne, là, c'est super simple là, pour les gens qui seraient intéressés. Vous allez sur le site, service, atelier d'entraide, puis je m'inscris. Vous remplissez le petit questionnaire, puis 24 à 48 heures, il y a un intervenant qui va vous téléphoner pour soit vous donner plus d'informations ou faire votre inscription pour nos ateliers. Parfait, excellent. Merci beaucoup, Marc-André Thibault, agent de développement à la Clé des Champs. Bonne continuation et à la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Ton sujet aujourd'hui, vaincre sa bipolarité. Oui, vaincre sa bipolarité. La bipolarité, il y a tellement de gens qui souffrent de ce désordre, de ce problème. C'est un des problèmes les plus répandus, je pense, en santé mentale. Là, Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints. Je vais commencer par une définition, comme je fais de temps en temps, que j'ai trouvée sur Wikipédia. On nous dit un trouble bipolaire est en psychiatrie un trouble de l'humeur caractérisé par une succession d'épisodes maniaques et
dépressif. Cette appellation de l'Association américaine de psychiatrie a été adoptée en 1992 par la Classification internationale des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui utilise la catégorie troubles affectifs bipolaires pour en distinguer différents types. Ici, il faut dire que par le mot maniaque, on n'entend pas là, quelqu'un qui va s'apprêter à poignarder quelqu'un. C'est plus dans le sens de manie. Là. La personne c'est ça, des gens qui sont d'un pôle ou à l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont soit dépressifs ou hyperactifs, donc on les appelle. La phase maniaque, c'est la phase où il se passe plein de choses, puis les gens très actifs, puis suractifs même. C'est ça, donc bipolaire, les deux pôles. Les gens passent d'un pôle à un autre. Alors, dans un premier article qui porte sur ce sujet, que j'ai trouvé sur Internet, c'est un article qui s'appelle « Stéphanie a un trouble bipolaire, un diagnostic qui arrive souvent comme une onde de choc ». Et j'ai pris cet article sur le site Fondation HGM. Alors, on nous dit « Demander de l'aide, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait ». C'est ce que Stéphanie nous dit, un sourire dans la voix, pour débuter cette rencontre. Celle-ci a un trouble bipolaire, un diagnostic qui arrive souvent comme une onde de choc. Pour elle, ces mots semblaient carrément irréels et exagérés quand ils ont été prononcés il y a une quinzaine d'années. Elle nous dit « Quand mon médecin m'a parlé de bipolarité, je ne l'ai pas cru. À l'époque, j'aidais mon père avec son entreprise, je me donnais à fond, je travaillais beaucoup, je dormais peu, j'oubliais de manger, je sautais très rapidement à des conclusions exagérées. Ce sont mes proches qui m'ont amené à l'hôpital la première fois. Installé dans l'ambulance, j'étais tellement déconnecté de la réalité que je croyais qu'on se rendait à un rendez-vous chez le comptable. Ouais. Alors, Stéphanie continue en disant « Cette première visite à l'urgence en psychiatrie de l'hôpital général de Montréal a été suivie d'une hospitalisation. Ça ne sera malheureusement pas la dernière fois pour elle, qui doit apprendre à vivre avec la maladie, mais surtout à accepter les différents traitements et la thérapie qui lui sont offerts. » Elle nous dit, comme beaucoup de gens dans ma situation, j'ai voulu arrêter mes traitements. J'ai vécu une série de hauts et de bas, mais au moment où j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide et que j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis donné les outils pour aller mieux. C'est étrange quand on y pense. Quand j'étais enfant, je ne me gênais pas pour demander de l'aide. Alors pourquoi est-ce que ça serait différent maintenant? Stéphanie sait que la médication fonctionne bien pour elle et qu'elle est nécessaire à son bien-être. Elle la prend donc régulièrement. Elle nous dit « Je m'assure aussi de prendre soin de mes abeilles, entre guillemets, ou si on veut en anglais, mes bees, B-E-E-S. En fait, c'est une abréviation ou un acronyme pour, comme on dit en anglais, c'est les mots breathe, exercise, eat and sleep. Donc, en français, respirer, faire de l'exercice, manger et dormir. 4 bonnes choses à faire pour être assez équilibré. Oui, exactement. Ou tenter de l'être. Oui. Alors, Stéphanie a eu la chance de participer à une thérapie de groupe, puis à une thérapie individuelle toutes les semaines pendant 1 an. À l'écouter, c'est vraiment cette année d'introspection et de travail sur soi qui l'a aidé à passer à la prochaine étape de sa guérison. Être en thérapie, nous dit-elle, ce n'est pas toujours facile. C'est bien souvent confrontant, mais c'est tellement nécessaire. Je me sens choyé d'avoir eu accès à un tel soutien. C'est justement pendant cette année de thérapie qu'elle a lancé son entreprise. Dans le passé, elle était installée à la rencontre de toutes sortes d'employeurs, histoire de mieux comprendre le marché et de voir le milieu qui l'intéressait, qui pourrait bénéficier de ses forces. La question revenait souvent, devrait-elle mentionner sa bipolarité lors des entrevues? Pourquoi pas? Après tout, nous dit-elle, pour être bien dans un milieu de travail, il faut trouver une équipe et un domaine qui m'accepte comme je suis. Elle nous dit « J'ai réussi à partir de ma propre entreprise ce que je voulais faire depuis longtemps. Je me suis trouvé des collègues avec qui j'ai été très transparente dès le départ et ils ont très bien réagi. Finalement, elle nous dit « Ça m'a donné la confiance de poursuivre. » Maintenant, dans un autre article, un article qui s'appelle « Bipolarité du tabou au coming out assumé au travail ». C'est un article que j'ai trouvé sur Internet
qui est sur le site Centre Ressources Réhabilitation, un site français. Alors, une dame nous dit « Je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans et je suis diagnostiquée bipolaire depuis 6 ans à la suite d'un surmenage professionnel subi lors de mon stage final dans un cabinet d'avocats parisien. » Alors, elle nous dit, avec l'aide de mes proches, j'ai affronté cette maladie sans colère ni déni. Et j'ai mis un point d'honneur à exercer le métier d'avocate pendant 3 ans, avant que le COVID et le confinement au printemps 2020 ne me fassent lourdement rechuter pendant près de 6 mois. Elle nous dit à mon retour, je suis mise à la porte par le cabinet dans lequel j'exerçais en libéral. J'ai alors quitté définitivement la robe, comme on dit, et cet environnement de travail qui ne me convenait pas. J'ai rejoint le monde un peu plus protecteur de l'entreprise en tant que juriste salarié au sein d'une filiale du groupe ADECO, qui s'écrit en passant ADECCO. C'est une agence pour emploi. À ce stade, nous dit-elle, c'est tout mon entourage familial, amical et mes coéquipiers sportifs étaient au courant. Un coming out dans le milieu professionnel me paraissait parfaitement inconcevable. On va poursuivre plus tard à l'émission le même sujet, Pierre, vaincre sa bipolarité. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin pose la question « Qui est le nouvel homme ?» À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Vaincre sa bipolarité ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. J'accueille maintenant avec joie notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Aujourd'hui, ta chronique qui est le nouvel homme. Tu as le tour de nous titiller, toi. Ben, écoute, tu as pu remarquer, je suis sûre que le public, les auditeurs remarquent aussi, et auditrices, qu'il existe des nouveaux hommes dans la rue. On remarque un peu partout sur les réseaux sociaux qu'il y a une nouvelle forme de masculinité qui s'exprime. Oui. Je ne sais pas si tu remarques ça. Non. Moi, je trouve que oui, ça se voit quand même. Des fois, je m'arrête sur certains gars, mais pas pour les observer de manière scientifique, on va dire. Oh. Mais on voit que l'homme est en train de se redéfinir. Je trouve qu'on observe que ils adoptent des objets ou des comportements féminins sans honte, sans provocation, juste comme ça. On peut citer l'exemple très connu de Timothée Chalamet qui, sur des tapis rouges, va mettre, et j'ai trouvé ça assez cocasse, il avait comme un costume, mais il avait un gros dos nu derrière. Et souvent, on voit plutôt des femmes en robe de soirée avec un grand dos nu. Oui, d'accord. Et lui, il avait mis ça, etc. Et ça, c'est un exemple évidemment très parlant, mais... Alors qu'à l'époque, il y avait peut-être David Bowie qui osait... Tout à fait, je crois que David Bowie, lui, il a adopté des codes féminins. Un peu androgyne, ouais. Exactement. Et peut-être qu'on pourrait voir, oui, pourquoi pas, s'il n'a pas mis il n'a pas fait les premiers pas. Une des choses que moi j'avais remarqué, ça fait quand même un bout, là, mais tu sais, les gars qui s'attachent les cheveux un peu style comme à l'époque. Oui, comme à l'époque, c'était les femmes qui faisaient ça. Là, puis ça fait vraiment plusieurs années. Là. Mais c'était un changement. Tu disais, il y avait rarement des gars avec des chignons de type... Maintenant, c'est très, très commun, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Oui, peut-être que ça, c'est un début aussi. En fait, on parle vraiment de ce nouvel homme. Moi, je l'ai appelé comme ça. Mais ça, c'est dans l'apparence. C'est ça. Donc, on appelle plutôt... les sociologues, etc., les gens qui analysent vont appeler l'homme performatif.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit pour eux, selon eux, d'une certaine performance. C'est-à-dire que les hommes qui vont afficher ces signes, ces codes et ces comportements, c'est vraiment un petit peu pour se distinguer et dire, ils sont fiers de leur propre féminisme. Ils sont fiers d'être des hommes qui ont des convictions progressistes et ils l'affichent de cette manière. Donc, on peut dire que quelqu'un, en même temps, qui a vraiment ses convictions, il n'a pas besoin de les afficher, dans le fond. On va voir que c'est plus nuancé que ça. En même temps, c'est intéressant qu'ils affichent ça. C'est pas pour être un peu rebelle, tu sais, pour dire, tu sais, je sais pas. Non, je pense qu'à l'époque de David Bowie, en effet, on pouvait parler de plus pour marquer l'opinion, etc. Là, il y avait quelque chose de cet acabit-là. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une démarche ici de la part de ces jeunes hommes pour vraiment se distinguer et montrer qu'ils sont plutôt féministes et progressistes. Et ils vont pour cela aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà ça, mais il y a des hommes maintenant qui portent les fameux petits nounours, les labubu ou laboubou, à leur sacoche. Et d'ailleurs, beaucoup ont des sacoches d'aspect plus féminin aussi. Pas juste un sac à dos noir, etc., mais vraiment des sacs plus féminins. Du vernis à ongles. Ils vont aussi distinguer très bien les différences de café, faire des petites nuances. Mais c'est quand même pas peu uniquement d'hommes. Des spécialistes. Je dirais que c'est peu d'hommes. C'est l'exception un peu, non? Moi, je ne trouve pas dans les jeunes hommes, non. Je ne trouve pas que c'est une exception. Parce que le vernis à ongles, il n'y a pas tant d'hommes que je vois qui ont du Alors, par il exemple, faut se promener sur les campus universitaires, les campus de cégep, les secondaires, etc. Et vraiment, là, on voit qu'il y a un bon pourcentage de personnes qui sont maintenant, qu'on peut appeler les hommes performatifs ou les nouveaux hommes, hein. Ils veulent afficher, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent afficher en fait une image plus douce de la masculinité. C'est aussi un petit peu pour être en contre, aller contre le mouvement de la masculinité toxique aussi. Ouais. C'est pas toujours conscient. Il y a du modèle inconscient là-dedans, il y a du modèle conscient. Donc, on peut pas dire que chacun d'entre eux c'est au fond de lui qu'il est dans une démarche de ce type-là. Mais il se signale aussi comme ça avec un comportement et des codes plus féminins comme des gentils par rapport à la femme. Maintenant, c'est une construction personnelle, une construction sociale si on veut, mais est-ce que dans le fond, ces hommes-là, on peut se poser la question, est-ce que vraiment, est-ce qu'ils sont de nouveaux hommes dans leur comportement répétitif, dans leurs actions de tous les jours, etc. Ça, on va se poser cette question-là aussi. Mais, ou c'est juste une apparence alors, pour se donner un c'est genre. Ça que c'est appelé performatif. Ouais. Mais il y en a qui ont une remarque par rapport à ça. C'est des sociologues qui disent « Oui, mais tous les genres sont performatifs. Tous. » Quand on est une femme et qu'on l'affiche de telle manière, on est performatif. Un homme qui veut afficher une masculinité plus conformiste, c'est de la performance aussi, c'est du performatif. Donc on peut répondre ça. Donc pourquoi pas, le nouvel homme a le droit d'être un homme performatif et d'afficher une douceur, des codes féminins, et sans qu'on le prenne pour quelqu'un d'hypocrite, parce que c'est pas parce que il peut rester, je parle ici de l'homme hétérosexuel, il peut rester homme au fond de lui-même et dans son genre, mais afficher d'autres codes. Maintenant, on voit autour de nous que le public, même si les gens sont en général contre la masculinité toxique, les gens se raillent un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a de l'ironie, où on se dit « Oui, c'est de la provocation, oui, c'est un peu d'humour ». Est-ce que... On se demande si c'est vraiment voilà, ce qu'ils se sentent en dedans d'eux. Les gens sont sceptiques. C'est comme un personnage. Que cet homme que je viens de voir passer, est-ce que, dans le fond, il ne le fait pas pour des mauvaises raisons ou est-ce qu'il le fait vraiment par conviction, etc. Pour impressionner certaines personnes ou autre, je sais pas. C'est ça, mais c'est fou. Pourquoi est-ce que le public n'accepte pas tout simplement que
de nouveau, les jeunes hommes ont envie de se comporter de la sorte. Ils ont le droit de se comporter de la sorte et d'afficher qu'ils peuvent rester des hommes hétérosexuels, tout en affichant un extérieur plus doux, plus féminin. Peut-être que l'extérieur aussi, ce que tu as déjà parlé dans d'autres chroniques, peut-être qu'il représente aussi, tu sais, on disait les jeunes hommes sont les meilleurs pères, plus proches de leurs enfants. Aussi. Tu sais, fait que peut-être que c'est juste une suite de tout ça. Là, Alors ça, on peut se poser la question, en effet, est-ce que c'est un véritable changement? Ouais. Est-ce que dans le concret, il y a changement? Et là, on peut se dire, quand on regarde les réseaux sociaux, mais évidemment, c'est pas le monde entier, les réseaux sociaux, là, c'est quand même toujours la masculinité classique qui domine. Hein. Donc, les réseaux sociaux, on voit que c'est quand même le pourcentage le plus élevé. Ce n'est pas l'homme performatif ou le nouvel homme, c'est bien l'homme classique. Mais en général aussi, la société, je dirais, à part, comme tu disais tantôt, certains milieux, mais en général, je pense qu'il y a quand même... La majorité des gens, c'est un peu l'homme, le modèle un peu... le modèle le plus répandu. C'est le modèle traditionnel, on va dire. Hein, traditionnel et plus ancien, mais on voit apparaître quand même une masculinité qui peut se dire hybride, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un calcul esthétique, comme on dit, ou un calcul esthétique ou une performance pour se faire voir et se signaler auprès des femmes pour dire « moi, je suis un homme féministe ». C'est peut-être une entourloupette, des fois, pour... Alors... on ne veut pas prêter des mauvaises intentions. Ben là, on va le dire quand même qu'il y en a, mais c'est une minorité, qui s'en servent comme outil de séduction. Oui, pour dire... Ben, donc, il faut faire attention, mesdames. Oui, faites attention. Donc, faites attention, mais c'est une minorité qui se servent de ça, d'accord? Comme d'autres qui se serviraient d'autres outils. Donc, on peut dire ici qu'il y a une certaine masculinité hybride qui apparaît et qui se met en place, mais... certains rigolent un peu parce qu'il dit qu'il y a même, il existe des concours sur les campus universitaires et d'autres endroits où les hommes défilent et ils disent qui est le meilleur homme performatif, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une petite sacoche plus féminine, avec un livre de poésie dans la sacoche. Mais de nouveau, là, c'est une caricature de la femme aussi. Hein? Non, puis encore, donc, il faut faire attention. Ça devient stigmatisé. Il peut y avoir des hommes qui aiment la poésie, mais qui sont... Exactement, je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'ici, on parle de stéréotypes aussi et d'aller contre ça. Mais c'est une démarche intéressante qu'ils essayent quand même et qu'il y ait des concours. Tout ça prouve qu'il y a un changement en route. Hein? Donc, ce changement arrive. Mais les changements, ils arrivent comment? On ne dit pas du jour au lendemain que ça marche. Hein? C'est que c'est partiel. Il y a des petits changements dans une sphère de la société. Et puis ça, je rejoins peut-être l'ensemble de la société. Mais c'est très long, très difficile. Comme pour les femmes qui disent « oh ben, j'ai envie d'avoir une carrière, c'est long, c'est difficile ». C'est pas toutes les femmes qui ont encore ce message, qui s'expriment ouvertement. Donc, je veux dire, le changement ici, il est lent, il est très imparfait. Et donc, cet homme performatif, c'est pas facile pour lui. Hein, c'est pas facile parce qu'on va lui dire « oui, c'est pas un comportement très naturel ». On va être sarcastique avec lui, etc. Alors que lui, il veut simplement un petit peu passer son message. Et je trouve ça intéressant que ces gens osent. Et dans les milieux jeunes, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Donc, c'est vrai que peut-être il faudrait, Yvan, que tu observes ou dans le métro ou dans les restaurants ou va dans un endroit où il y a beaucoup de jeunes et tu verras la différence. Évidemment, ça touche plus les jeunes hommes. Ouais. Maintenant... être un homme performatif, c'est pas pour ça que du jour au lendemain, c'est un homme moderne avec toutes les qualités du monde. Hein. Il faut faire attention à ça, mais il faut se dire que c'est en route. Il y a quelque chose qui fait un peu que, et peut-être tant mieux pour les hommes, que certains hommes vont être mieux comme ça. Et puis d'autres femmes vont se permettre d'être plus masculines sans se prendre la tête et se dire mais moi j'ai envie d'être plus masculine et je suis quand même une femme hétérosexuelle, mais laissez-moi vivre, je veux être comme ça. Et donc c'est pourquoi pas? Et aujourd'hui, contrairement à autrefois, les gens se font pas nécessairement battre ou envoyer des bêtises. Ou, non. Fait que, quelque part, je crois qu'il y a encore un monde difficile chez les jeunes et sur les réseaux sociaux. Certains milieux peut-être, là, mais en général, oui. Les gens peuvent plus être ce qu'ils veulent être. Voilà, où il y aurait une petite remarque au dîner de Noël ou des petites choses comme ça. Il faut assurer, mesdames, messieurs, là, vous laissez pas faire.
Soyez vous-même. Et puis, si vous voulez être l'homme performatif, le nouvel homme, soyez-le, n'hésitez pas. C'est surtout d'être soi-même puis d'être à l'aise avec soi-même. Exactement, c'est ça qui compte. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre. Quelques secondes seulement, on va mentionner, tu as encore des références, je pense, qu'on va pouvoir mettre sur le site web là, par rapport à ça, si on veut savoir. Il y a quelques articles. Je pense que si on a des questionnements aussi par rapport à son genre, l'identité de genre ou la personnalité, le comportement, toutes ces questions, vous pouvez consulter à l'ordre des psychologues. Je mentionne toujours les coordonnées de l'ordre de psychologue. Allez voir quelqu'un si vous posez des questions et que ça prend un petit peu trop votre quotidien, vous n'êtes pas sûr de vous. Oui, puis on va rajouter les coordonnées que tu nous donnes, là, les différents articles, sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique. Donc, on a parlé de l'homme performatif. Donc, qui est le nouvel homme? C'est un peu ça le sujet. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à Folie douce, parce que la santé mentale nous concerne tous. Nous poursuivons au micro avec ton sujet, Pierre, vaincre sa bipolarité. Ouais. Puis avant que tu continues, il m'est venu l'idée qu'on avait reçu quelqu'un qui a très, très bien démystifié cette problématique-là. Guy Latraverse, le regretté Guy Latraverse, qui est décédé il y a quelques temps. Il nous avait accordé une entrevue en 2010, puis il explique tellement bien les phases maniaques dont tu parlais tantôt. Tu sais, c'est un producteur très, très important. Puis il disait, dans ces phases maniaques, c'est là qu'il a le plus créé. Fait qu'à quelque part, quand on dit que la santé mentale, des fois, c'est pas toujours négatif. C'est plate à vivre, sauf qu'il a quand même créé un énorme spectacle avec Diane Dufresne au Stade olympique. Puis c'est dans sa phase maniaque qu'il y a eu cette idée-là. Puis si vous voulez l'écouter, si vous allez dans les coups de cœur de Folie douce, cherchez Guy Latraverse, il explique extrêmement bien là, la bipolarité. Puis c'est justement ces phases-là. Là, mais moi, je serais curieux de savoir, il y a eu combien d'artistes, de gens créateurs à travers l'histoire? Qui à cause de la santé mentale. Oui, c'est ça. Ça leur a permis, c'est ça, ils sortaient de la norme où il y avait peut-être des idées. Qui étaient des bipolaires. Oui, c'est ça. Fait que moi, je me dis, oui, il y a un côté négatif, mais à quelque part, si tout le monde était beige et brun, ça serait peut-être plate, la société. Peut-être. Fait que, tu sais, il faut prendre le côté positif. Mais j'aime bien être en santé que de pas avoir c'est sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose à écouter, mais on va poursuivre sur ton sujet. Oui, la bipolarité, oui. J'avais commencé tantôt un deuxième article sur le sujet, un article qui s'appelle « Bipolarité, du tabou au coming out assumé au travail ». Et je lisais l'histoire de Caroline qui a 32 ans et ça se passe en France, ça se passe à Paris. Alors, elle nous dit... À la fin de 2022, j'ai rejoint l'association de pères aidance La Maison Perchée, qui m'a fait réaliser que la bipolarité était un handicap protégé par le statut de ce qui s'appelle là-bas la RQTH, soit la reconnaissance à la qualité du travailleur handicapé, qui vise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes dont les capacités à travailler sont réduites en raison d'un handicap. 4 ans de bipolarité, nous dit-elle, 2 hospitalisations, plusieurs psychiatres, psychologues et autres soignants, et je ne l'apprenais que maintenant. Dans le même temps, j'ai senti les prémices d'une nouvelle crise arriver et cela m'a fait très peur. Je ne voulais pas voir tout ce que je m'étais efforcé de reconstruire professionnellement s'effondrer à nouveau comme un château de cartes. En y réfléchissant bien, je me suis dit que si je n'expliquais pas clairement ce que cette maladie invisible générait en moi, jamais mon manager ou mes collègues ne pourraient comprendre et me manifester une certaine empathie ou s'adapter à ma situation. Comme il devenait difficile de cacher mes symptômes hypomaniaques et que j'estimais avoir fait mes preuves comme juriste depuis plus d'1 an, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai été voir ce qui s'appelle la Mission Handicap, c'est-à-dire c'est un site d'offres d'emploi pour personnes avec un handicap. Puis elle est allée voir par la suite son manager et enfin ses collègues proches pour annoncer ma bipolarité sans me cacher derrière le statut générique et confidentiel de ce qu'on entend chez la RQTH. Elle nous dit, d'abord surpris, ils ont ensuite été très volontaires sur la façon dont ils pouvaient m'aider dans les moments difficiles. En jouant la confiance et la transparence, mon manager a pu anticiper et organiser mon absence par rapport à ma charge de travail. À mon retour, c'était un tel soulagement de ne pas devoir se justifier d'une absence de 3 mois et de devoir inventer une excuse plausible, moins stigmatisée, que j'ai été voir la 30aine de personnes de mon étage pour poursuivre
mon coming out. C'est jamais facile. Non, c'est ça, le coming out de la santé mentale, c'est aussi pas facile. Ouais. Oui. Elle continue en disant « J'ai pu compter sur mes collègues en toute transparence, si bien que j'ai repris mon poste à plein temps, comme si je revenais de vacances, presque comme si de rien n'était, y compris, elle nous dit, cognitivement. » À partir de mars 2023, j'ai été sollicité environ une fois par mois par la Maison Perchée, cette association de pères aidants, pour témoigner auprès d'étudiants ou en entreprise et aider à déstigmatiser la réalité des troubles psy. J'ai réalisé que c'est une mission que j'aime profondément faire. Lever les tabous, quel que soit le milieu, de manière didactique, mais aussi légère et parfois drôle, au vu des réactions du public. Après quelques temps de réflexion, j'ai finalement osé témoigner directement au sein de ma propre entreprise, à la fois avec la casquette d'intervenante de l'association et celle de salarié concerné, ce qui, je pense, donne encore plus de crédit aux enjeux de santé mentale au travail. Par la suite, dit-elle, j'ai continué mes actions en intervenant au sein d'une association professionnelle composée des missions handicap des 30 plus grandes entreprises françaises de témoigner lors du Congrès Santé mentale France à Marseille et même devant le ministre du Travail et en passant même dans un journal télévisé. Aujourd'hui, au-delà de la mission de père aidant, elle dit que j'exerce à titre bénévole auprès de la Maison Perchée. J'ai aussi été sollicité par le groupe ADECO, un groupe de placement dont je vous ai parlé tantôt, pour la mise en place d'un réseau de père aidants au sein même de l'entreprise. Ce n'est pour l'heure qu'un rôle informel que j'ai endossé de mon plein gré et de mon initiative pour plusieurs raisons. Mais mon objectif premier, nous dit-elle, c'est de lever des tabous en entreprise et faire prendre conscience à tous mes collègues qu'il y a du handicap invisible tout autour d'eux et que j'en fais partie. Mon deuxième objectif, en partageant mes difficultés du quotidien, c'est que les personnes concernées se sentent moins seules à traverser leurs souffrances. Mon troisième objectif, c'est ponctuellement d'aider une personne à faire le nécessaire pour se protéger et préserver sa santé mentale. Bien, excellent sujet. Merci beaucoup, Pierre. Vaincre sa bipolarité. Merci. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer cet épisode de Folie Douce, Pierre, je tiens à te remercier pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet que tu as abordé à l'Espresso et à l'Espresso allongé, vaincre sa bipolarité. Ouais. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Marc-André Thibault, nous a présenté la clé des champs, les services et tout. Merci d'avoir été avec nous. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, posait la question « Qui est le nouvel homme? » C'était donc Folie Douce cette semaine. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir. Thank you.